Salut à tous, vous regardez Campus Channel, on est ensemble pour une heure de chat décomplexé avec le test TAGE post-bac à destination des lycéens et des étudiants avec le bac ou à bac+1. Avec nous pour en parler le responsable des tests de sélection à la FNEJ, Emmanuel Margerie. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On va commencer tout de suite avec le pitch. Alors Emmanuel, est-ce que vous êtes prêt ? Oui, je suis prêt. Alors on va pouvoir lancer le chrono. Top chrono, c'est à vous, allez-y. Alors, le test TAGE post-bac est un test d'aptitude à la gestion des entreprises destiné aux lycéens souhaitant entreprendre des études de gestion, des études supérieures de gestion. Vous avez des performances qui sont moyennes, bonnes, vous voulez faire abstraction de votre lycée d'origine, vous commencez à vous révéler simplement en terminale. Le TAGE post-bac est fait pour vous, car c'est un test qui porte sur les fondamentaux que vous connaissez depuis le primaire jusqu'en troisième. C'est un test sous forme de QCM avec deux parties, une partie verbale, une partie calcul et raisonnement. Les tests se passent en 1h20. Votre but est d'être le plus performant afin d'être le plus haut possible dans le classement à destination des écoles de commerce. Les écoles, après avoir obtenu le classement de leurs étudiants, écarteront environ 30%, les 30% moins bons de ces étudiants. Ok, c'est terminé ? Voilà. Eh bien, vous avez fait 1 minute, même un peu moins, merci beaucoup. On va passer tout de suite au face-à-face. Donc, allez-y Emmanuel pour la première question. Alors, si je rate le test, est-ce possible de le passer une deuxième fois? Merci. Tout à fait. Vous pouvez passer le TAGE post-bac 2 fois dans l'année. Une fois les 6 premiers mois, une autre fois les 6 mois suivants. D'accord. Et donc, ça arrive souvent, ça Oui, c'est pas rater le test, c'est plutôt les étudiants qui souhaitent d'abord le passer pour voir à quoi ressemble ce type de test, le passer une première fois et ensuite le passer une seconde fois. Donc, c'est comme un entraînement finalement la première fois ? C'est souvent un entraînement. Puisque le test se passe tous les 6 mois, donc du 1er janvier jusqu'à fin juin et ensuite de juillet à décembre, beaucoup d'étudiants, de lycéens, passent le test en novembre-décembre, puis décident de le repasser quelques jours avant le concours ou le jour du concours de l'école de commerce en mars-avril. D'accord. Et le meilleur des deux scores est pris en compte et l'établissement ne connaît que le meilleur des deux scores. Très bien, c'est une bonne remarque. Allez-y pour la deuxième question. Est-ce gratuit pour les boursiers? Le coût du test est très faible, souvent il est inclus dans les frais de dossier. Donc il est à combien pour être très précis? Le coût du test est 45 € TTC, mais souvent c'est inclus dans les frais de dossier des établissements qui, eux, appliquent des réductions pour les étudiants boursiers. Donc concrètement, ça veut dire qu'on paye en fait le coût du test en même temps qu'on paye les frais de scolarité ou les frais d'inscription au concours? Comment ça se passe? Oui, l'étudiant le paye de façon minorée puisque c'est l'établissement qui le prend en charge souvent lors de sa journée de concours. Ok, très bien. Bonjour, quels journaux conseillez-vous de lire en ligne? Est-ce ok? Alors déjà, est-ce que vous conseillez de lire la presse? Oui. Pour quelle épreuve? Pour l'épreuve verbale, compréhension de texte, expression, construction linguistique. Il est indispensable de lire la presse. Vous avez aujourd'hui, les médias n'ont jamais été aussi accessibles, mais privilégiez une presse de qualité, des pages de couleur d'un certain Vous pouvez citer des noms, comme ça on sera bien précis pour les étudiants. Voilà, donc le Figaro Économie, les Échos, le Monde. N'hésitez pas à lire la presse écrite, sur Internet également. Essayez de lire des textes qui sortent de votre champ d'intérêt, puisque souvent on reste dans les thématiques qui nous plaisent. Il faut sortir de sa zone de confort afin de pouvoir lire des textes relativement longs, de qualité, et faire l'effort de bien comprendre ce que l'on lit. Donc si on n'aime pas la politique, on va lire de la politique, quoi, c'est ça? Il n'y a pas de question de politique dans les tests. C'est quoi d'ailleurs justement les grandes thématiques pour le test? Économique au sens large. Donc plutôt les pages saumon, par exemple du Figaro. C'est pour ça que je parlais de pages colorées. Et la rubrique économie du Monde pour ne pas faire de jaloux. Tout à fait. Ok, très bien. Comment s'inscrire à une session? J'ai vu qu'il y avait plusieurs sessions réservées. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, comment s'inscrire à une session, basiquement, quand on est vous avez 2 modes de passation. Soit vous passez le test directement auprès de l'établissement, c'est l'établissement qui vous convoque et vous n'avez rien à faire. Soit vous décidez
comme pour ceux qui souhaitent passer le test avant le 1er janvier, une première fois, vous allez sur le site du TAJ Postbac, donc www.tajpostbac.fr, le site officiel de la FNEJ. Choisissez une session qui se déroule quelque part en France, en fonction de vos disponibilités, et vous le passez. Ensuite, il existe, c'est vrai, des sessions réservées. Sur notre site, des fois, certaines sessions sont réservées puisque c'est telle et telle école de Réservé commerce. du coup à qui? À des étudiants qui postulent justement pour l'école de commerce en question, puisqu'elle n'a pas une capacité d'accueil très importante, donc c'est réservé à ces candidats. D'accord. Mais ça concerne Donc réservé, assez peu de c'est réservé à certains étudiants qui Si vous vont postuler postulez à pour certaines écoles. l'école de commerce X et que la session est réservée aux étudiants de l'école de commerce X, vous êtes éligible. Et de toute façon, le score que vous obtiendrez au test passé lors d'une session générale, entre guillemets, ou une session réservée, sera valable pour tous les établissements. Donc si on ne sait pas du tout à quelle école de commerce on veut s'inscrire et qu'on veut quand même passer le test, Oui. on peut s'inscrire du coup à une session générale. On peut s'inscrire à une session classique qui apparaît sur le site tajpostbac.fr. Donc passez-le. Il y en a suffisamment pour tous les étudiants? Oui, il y en a suffisamment pour tous les étudiants. C'est plutôt en novembre-décembre et ensuite au premier trimestre. Après, il est vrai qu'en août et à la rentrée, non. Là, il y a très peu de. Donc si on ne voit pas forcément de sessions apparaître sur le site, on ne s'inquiète pas. Il tout à fait, il ne faut pas s'inquiéter. Un peu patient. Voilà. Tout à fait. Mais inscrivez ça dans votre projet. Si vous souhaitez intégrer une école de commerce, en général, vous commencez à le décider en classe de première. Donc, pourquoi pas, au dernier semestre de votre première, de passer le Donc, TAJ on peut même le Postbac. passer quand on est en première. Ça, c'est une information. Oui, il n'y a pas de prérequis en termes de niveau d'études, de diplôme pour passer le TAJ Postbac. Il faut après, de toute façon, avoir le bac et valider son bac. C'est parce que oui, ça sera pour la suite. Voilà, d'autres critères, des langues et autres, qui sont demandés par les écoles de commerce. Le TAJ Postbac est un élément parmi d'autres. Ok. Allez-y pour la prochaine question. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'épreuve de compréhension ? On peut avoir quel type de questions ? Alors, je relis l'épreuve de compréhension. Peut-être déjà faire un petit résumé de toutes les épreuves auxquelles on a droit quand on passe le TAJ Postbac. Alors, le TAJ Postbac est constitué de 4 épreuves, 2 dimensions. Une dimension verbale, donc compréhension de texte, expression, construction linguistique. En gros, linguistique. Un peu de français, quoi. Voilà, des épreuves. C'est pour ça que je vous parle de lire la presse économique afin de pouvoir bien vous concentrer. Et si vous lisez la presse économique, le format papier, essayez de la lire des fois dans des environnements qui peuvent être un petit peu bruyants ou qui ne sont pas des environnements feutrés, afin d'augmenter votre capacité de concentration pour augmenter votre compréhension de ce que vous lisez. D'accord, donc voilà. On conseille la presse papier dans le métro par exemple, avec Par des exemple. écouteurs, c'est encore mieux. Oui. Des petits frères et sœurs qui nous embêtent, et ça permet d'augmenter la perspicacité. Tout à fait. Donc ça, c'est l'épreuve de compréhension. Donc vous aurez des questions de compréhension de texte sur le texte. Donc ça ne fait absolument pas appel à vos connaissances extérieures. Donc que vous ayez un bac littéraire, scientifique, économique et social, ça n'influera pas sur ce type d'épreuve, puisque c'est une épreuve de compréhension. Vous devez respecter le point de vue de l'auteur du texte que vous aurez lu le jour du TAJ Postbac. Et est-ce qu'il faut rédiger quelque chose ? Non. Mais par contre, vous avez une épreuve de construction linguistique. C'est pour ça que quand je vois la question, on peut avoir quel type de question. Là, il faudrait faire des petits efforts en construction linguistique pour augmenter ce... Donc en fait, ce n'est pas des questions à proprement parler comme des questions là, c'est ça ? C'est plutôt des textes à trous ? Voilà. Construction linguistique, c'est quand même plus flatteur que texte à trous. Voilà. D'accord, c'est pour ça. Ok. Je viens de la Réunion. Où puis-je passer les épreuves ? On organise des sessions à la demande pour les tests TAJ. Là, il faut s'y prendre en avance, il faut nous contacter suffisamment tôt. Ne vous prenez pas au dernier moment. On a beaucoup de candidats. Qu'est-ce que ça veut dire au dernier moment ? 10 jours avant. J'ai besoin de passer. L'école de commerce m'indique que je dois passer le TAJ Postbac avant le 31 mars. Je ne me suis pas inscrit à leur concours puisque leur concours avait lieu le 10 mars. Je me réveille le 20, je dois passer le TAJ Postbac pour pouvoir déposer mon dossier. Là, il n'y a pas de session à La Réunion. Vous n'avez pas des sessions d'urgence pour les retardataires ?
Non, c'est peut-être pas le type de candidat que recherchent non plus les écoles de commerce. Donc, prenez-vous quand même à l'avance, suffisamment à l'avance, quand vous vous inscrivez pour une session. Et pour ce qui est du coup, la question c'était sur les territoires d'outre-mer. Est-ce que vous avez des sessions exceptionnelles pour ces personnes-là? Il suffit de vous appeler, vous demander? Il suffit de nous appeler, on peut programmer une session dans tel ou tel lieu d'outre-mer à destination des candidats. Il faut qu'il y en ait suffisamment ou une seule personne suffit? Souvent, on organise des sessions avec simplement un candidat. C'est un grand luxe. C'est un service que l'on rend aux établissements, aux étudiants, aux lycéens, afin qu'ils puissent continuer leurs études supérieures de gestion. Mais il faut s'y prendre suffisamment à l'avance. À moins de 3 semaines, c'est très difficile. À moins de 3 semaines avant la date limite, là c'est difficile. Le cadre est posé pour l'ensemble des étudiants. Comment ça se répartit sur le territoire? Il y a des sessions régulières un peu partout en France? Plus facilement en région parisienne, comme beaucoup de choses Centralisation en France, de la France oblige. Un peu, oui. Et puis ensuite dans les grandes villes. Dans les grandes villes, donc Marseille, Bordeaux, un peu partout. Lyon, tout à fait. Ok. Y a-t-il des annales en ligne? Oui, alors il existe des annales papier et des annales en ligne. Nous avons un partenariat avec pipemyfuture.com qui nous permet de diffuser nos tests TAGE post-bac, diffusés les années précédentes. Donc le candidat peut se mettre en situation d'examen, puisque le TAGE post-bac est un test sous forme de QCM, et lorsque vous avez un QCM, bien sûr vous avez la question, mais les propositions de réponse, les 4 propositions de réponse sont là pour vous aider à répondre. Donc il y a une bonne réponse et sur les 4 propositions, 3 distracteurs. À vous d'écarter ceux qui peuvent vous paraître complètement incohérents et de vous approcher de la bonne réponse. Donc vous pouvez répondre soit en utilisant la question ou en utilisant aussi le système de réponse proposé. Donc la passation d'un test, les annales en ligne, vous permet déjà de vous familiariser avec ce type de questions. Vous êtes chronométré, c'est important d'être chronométré, d'essayer de vous mettre dans les meilleures conditions de passation. De toute façon, comme les lycéens sont actuellement en terminale, pour eux, c'est relativement simple puisqu'ils sont habitués, avec le bac français qui a été passé l'année précédente et tous les bacs blancs en cours d'année, de passer des épreuves chronométrées. Mais il faut savoir gérer son temps et savoir surtout passer d'une question à l'autre si vous n'arrivez pas. Ne bloquez pas sur une question, passez la suivante et revenez sur la précédente après si vous avez un petit flash et du temps. Donc vous pouvez rappeler le nom du site sur lequel il faut se rendre? www.prepmyfuture.com. Est-ce qu'il y a des outils type application aussi possibles? Oui, on a des applications sur smartphone, tout à fait, avec les limitations du support en termes de taille, mais qui vous permettent d'avoir un aperçu des tests avec quelques questions par sous-test. Et sinon, pour ceux qui sont un peu plus à l'ancienne, on va dire, il y a des annales type papier. Voilà, il y a des annales papier qui existent, qui sont diffusées à partir de notre site, diffusées aux éditions L'Étudiant. Ok, allez-y. Comment se déroule la production semi-guidée si c'est sous forme de QCM? On en a parlé il y a quelques instants. Donc c'est un texte à trous et parmi les propositions qui vous sont faites, vous en avez 4 et vous devez trouver le terme ou l'expression adaptée à ce texte lacunaire. Pourquoi s'appelle-t-il semi-guidé? Semi-guidé, puisque le texte est incomplet, donc on vous guide déjà avec... vous avez un sens général du texte, donc vous êtes déjà à moitié guidé, et ensuite les propositions de réponse qui vous sont faites vous permettent de construire le texte et d'affiner la cohérence de l'ensemble lors de votre progression et du remplissage de l'épreuve. Et concrètement, comment ça se passe? Ils ont un droit à un brouillon pour justement voir toutes les propositions possibles? Alors, le TAGE post-bac est actuellement toujours sous format papier. Donc, vous avez un format A4 que vous ouvrez en double. Donc toujours, ça veut dire que c'est amené à changer ou... Ce sera amené à changer à terme. Mais aujourd'hui, quoi de plus pratique que le crayon papier? Vous pouvez, avec votre crayon, biffer, faire des annotations, vous en servir comme brouillon. Et ensuite, vous répondez sur une grille de réponses à part qui vous permet de rapporter vos réponses. Donc le cahier de test vous sert de brouillon, de support, et ensuite vous répondez sur un document à part. D'accord. Vous dites que pour réussir, il faut être perspicace.
Est-ce que ça s'apprend vraiment? Alors si un lycéen juge qu'il n'est pas perspicace, comment fait-il? Est-ce qu'il peut se dire que c'est pas pour lui s'il n'a pas cette qualité-là? C'est peut-être, j'irai plus loin, pour les études de commerce, ça risque d'être un petit peu un inconvénient si face au jury, il avoue ce défaut. Oui, il faut l'être. Il faut. Est-ce que c'est une qualité innée ou est-ce que ça s'apprend, ça? Ça s'apprend, ça se travaille. Donc il y a de l'espoir. Oui, tout à fait. Et comment ça se travaille alors justement pour qu'on est dans le vif du sujet? Alors, comment se travaille le TAJ post-bac? Revoyez tous vos fondamentaux, surtout en calcul. La gestion du calcul, manipulation de pourcentage, de proportion, le raisonnement, la logique, logique simple, déduction, ça se travaille. Ça se travaille donc avec les annales? Ça se travaille avec les annales et avec tout un tas de supports que l'on trouve aussi sur Internet, sur différents types de sites. Ok. Et quelles sont les qualités pour vous qu'il faut avoir, hormis ça, la perspicacité pour pouvoir réussir votre test? Je ne parlerai pas de qualité, je parlerai de... comme c'est un test d'aptitude, je parle toujours de fondamentaux, les fondamentaux, la compréhension, la lecture. Donc aujourd'hui... Donc savoir lire? Ça paraît basique, mais quand vous lisez sur smartphone, sur tablette ou Internet facilement, on zappe. Et vous ne prenez pas assez de temps pour avoir une lecture de fond de vos articles, surtout si vous restez dans votre domaine de confort. Ok, très bien. Alors on va faire une petite pause dans les questions. On va passer aux 3 mots max. Le 3 mots max et 3 mots maximum pour définir le test TAJ post-bac. À chaque mot, il aura droit à un argument. Allez-y, c'est parti pour les 3 mots. Les 3 mots, fondamentaux, équité, performance. Alors expliquez-moi pourquoi vous avez choisi ces 3 mots. Fondamentaux, car le test TAJ post-bac est un test d'aptitude qui porte uniquement sur les fondamentaux appris avant le lycée. D'accord. Depuis la naissance, ouais. Depuis le primaire jusqu'au collège, tout début lycée. D'accord. Le deuxième mot? Équité est lié à fondamentaux, bien sûr, puisque quelle que soit votre filière de bac, scientifique, littéraire, gestion économique et sociale, vous partez tous sur les mêmes bases, à condition de maîtriser les fondamentaux. Les fameux fondamentaux. Et le troisième mot, pour terminer? Performance, c'est ce qu'il vous faudra faire le jour du test afin d'être classé le plus haut. N'oubliez pas que c'est un test de classement utilisé par les établissements qui leur permet d'écarter les, disons, 30% candidats les moins performants afin de continuer leur processus de sélection avec les oraux et autres types d'épreuves, s'il y en a. Très bien, merci pour ces 3 mots. On va pouvoir passer à la suite des questions. Vous pouvez la lire à haute voix. Je souhaite faire une année sabbatique après le bac pour un projet à l'étranger. Pensez-vous qu'il est préférable que je passe le test avant ou après mon voyage? Avant et après. Donc 2 fois? Deux Et fois. si on doit en choisir une, ça serait quoi pour vous? Si on doit en choisir une, avant. Vous êtes toujours dans les études, vous êtes avant votre année sabbatique, vous êtes toujours habitué à être chronométré, donc avant. Le test, le score au TAJ post-bac est valable 2 années. D'accord, donc il peut même partir 2 ans, faire le tour du monde voilà. Et revenir avec son test. Est-ce que ça arrive souvent, ça, qu'il y ait des étudiants, des lycéens qui au final, gardent le test un petit peu au chaud pendant 1 année, 2 années, qui finalement le réussissent après? Qui le gardent, oui, puisque les étudiants passent souvent le test l'année précédente et ça peut être leur meilleur score. D'accord, donc ils le passent, vous dites, plus souvent à bac plus 1 finalement qu'à bac 0? Oui. Enfin, plus souvent. Vous avez des chiffres, non, il ne passe pas plus souvent. Il le passe beaucoup plus souvent. Bac 0, on est dans une culture du dernier moment. On fait tout au dernier moment. Donc, il n'y a que les prévoyants qui ont un projet ou qui ne savent pas trop où se projeter, qui peuvent passer le TAJ post-bac avant, afin de leur ouvrir déjà des portes pour continuer leur processus de sélection dans certaines écoles de commerce. Les taux de réussite sont équivalents qu'on ait un bac plus 1 ou pas d'études après le bac? Ça porte sur les fondamentaux. Donc, les taux de réussite sont à peu près équivalents. La confiance en soi est un facteur qui peut augmenter votre performance
Ouais, ça, vous me donnerez des astuces pour avoir confiance en soi, du coup, peut-être dans une prochaine question. Tout à fait. Allez-y pour la prochaine. Y a-t-il un tiers-temps si on est dyslexique? Alors, si le candidat présente un handicap, souvent celui-ci bénéficie d'aménagements spécifiques pour passer son baccalauréat. Donc, l'aménagement spécifique, c'est du coup un tiers-temps, donc un temps en plus. On a un temps en plus. Enfin, je parle de temps supplémentaire puisqu'on peut aller du quart-temps, du 1/8 de temps jusqu'à un tiers-temps. Donc un temps supplémentaire qui est accordé par le rectorat après validation par la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Donc si vous êtes dyslexique et que vous bénéficiez d'aménagement pour le baccalauréat, c'est ce type d'attestation, c'est cette attestation originale qu'il faudra présenter soit à nous pour pouvoir organiser une session aménagée, soit auprès de l'établissement pour que l'établissement ouvre une session aménagée. Oui, le candidat peut bénéficier de temps supplémentaire. Si dyslexique, ça peut rentrer. De toute façon, c'est pas vous qui décidez de ça, c'est la MDPH. C'est la MDPH et le ministère. Ok, allez-y. Bonjour, savez-vous quel score je dois au minimum atteindre pour avoir mes chances pour le bachelor de schéma? Merci d'avance. Alors, je ne parlerai pas de chance. Il n'y a pas de chance dans les concours d'entrée. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas le hasard, c'est votre performance. Il faut être le meilleur possible. D'accord. Monter dans le classement, ça dépend de la population qui se présente l'année N au concours auprès de l'établissement et ça dépend de vous également, ça dépend surtout de vous. Donc soyez le plus performant possible afin d'avoir toutes les possibilités de continuer le process de sélection auprès de l'établissement. Ce que je conseille vraiment, quand le candidat parle de chance, donc que ce candidat passe le TAJ post-bac d'abord avant la fin de l'année civile et ensuite en début d'année suivante afin de performer au mieux. Il était question aussi de score. Est-ce qu'on a accès à son score ? Oui, alors lorsque le candidat passe le TAJ post-bac, il a accès à son score à partir du site du TAJ post-bac en s'identifiant, identifiant mot de passe et il peut obtenir son score. Ok, alors est-ce que du coup vous avez des barres, des moyennes, des choses comme ça, des chiffres à nous donner ? Non. Désolé, c'est la grande difficulté, c'est la grande incompréhension des candidats, puisque en fait vous êtes votre score, le TAJ post-bac est noté de 0 jusqu'à 200. Vous vous doutez bien qu'il faut s'approcher le plus possible des 200, donc être le plus haut possible dans votre niveau de performance, mais c'est l'établissement qui détermine la barre d'admissibilité qui peut être en fonction de l'établissement et des populations qui se présentent. Comme je vous dis qu'ils ne prennent que les 70% meilleurs candidats, ils peuvent très bien mettre la barre d'admissibilité à 60, 80 ou plus ou moins. D'accord, mais d'une année sur l'autre, on n'a pas ces chiffres-là par rapport aux écoles Non, déjà les établissements ne le communiquent pas. Nous ne le connaissons pas, les performances pour tel et tel établissement. Ce sont les établissements qui font l'inventaire de leurs candidats et qui ensuite établissent ce fameux classement. Donc c'est pas tout à fait comme le code de la route où on sait à peu près où est-ce qu'on doit aller pour être sûr d'avoir le test. Alors pour le code de la route, vous devez avoir un seuil pour avoir votre code, alors que pour un TAJ post-bac, vous devez faire pas. Si vous avez une promo de 200 candidats, si 300 candidats ont plus de 120, l'établissement va bien fixer une barre d'admissibilité pour n'accueillir que 200 candidats. Donc c'est un concours. Voilà, donc l'établissement ne prendra que les meilleurs. Être le meilleur, c'est le conseil qu'on peut vous donner. Allez-y pour la prochaine. Comment préparer au mieux le test de raisonnement logique? Y a-t-il une Bible? Alors, le test de... Qu'est-ce qui se cache derrière ce test de raisonnement logique? C'est quoi? C'est des maths? Alors, du raisonnement, des situations problèmes que l'on peut rencontrer dans la vie quotidienne et même des situations problèmes où on vous demande quelle est la meilleure solution à cette question. On ne vous demande pas quelle est la bonne réponse, on vous demande quelle est la situation la moins pire, la plus adaptée, ce qui est... Mais il y a quand même une seule bonne réponse. Oui, c'est celle qui est la meilleure.
Voilà. D'accord. Est-ce qu'il faut avoir, alors c'était quoi, une Bible pour, Alors, c'est-à-dire un ouvrage en particulier pour pouvoir réviser? Faites déjà tout ce qui est sur le site internet du TAJ Postbac. Vous avez des annales complètes. Ensuite, vous avez donc la préparation en ligne qui est très accessible en termes de coût. 25 € pour deux tests complets avec questions-réponses et explications pour arriver aux réponses. D'accord. Voilà. De toute façon, le TAJ Postbac est présenté sous forme de cas d'entreprise. Donc c'est très parlant. Vous avez un déroulé, un script qui est facile à suivre. C'est rassurant, ce n'est pas anxiogène. Ok. Lorsqu'on va cocher une réponse, si elle s'avère fausse, nous fait-elle perdre un point? Alors, ça, je conseille toujours aux candidats de bien lire sur le site les règles du TAJ Postbac, qui sont rappelées le jour du concours, puisque celles-ci sont à nouveau écrites, elles vous sont lues. Mhm. Donc tout le monde les suit. Il n'y a pas de points négatifs au TAJ Postbac. Donc du coup, la meilleure solution, c'est de cocher, même si on a un doute, on ne sait pas. Oui, tout à fait. Si vous connaissez la bonne réponse, vous êtes sûr de vous cochez bien sûr la réponse choisie. Si vous avez un doute parmi les 4 propositions, si vous avez un doute entre 3 et moins bien ou entre 2, faites-vous confiance. C'est un test d'aptitude. Faites-vous confiance. Mais on met au hasard dans ce cas-là. Si pour une question vous n'avez rien compris, là on peut parler de hasard. Si pour une question vous hésitez entre 2 réponses, là c'est plutôt de l'intuition, c'est ça que vous dites? Ça peut être une qualité aussi, on parlait des qualités tout à l'heure, une qualité voilà, faut qu'on avoir doit confiance développer. dans la vie, c'est ça. Donc l'intuition, Oui. ok, allez-y. Comment sont notées les épreuves? En fait, les bonnes réponses rapportent des points. L'absence de réponse ou les réponses fausses ne sont pas sanctionnées, donc 0 point. Le TAJ est noté de 0 à 200 points. Vous avez 10 questions par sous-test et vous avez 4 sous-tests. Ok. Voilà. Bon, on va aller à la question d'après. Quelles sont les techniques de révision lorsqu'on doit préparer le bac en parallèle? Alors ma première question, moi, c'est est-ce que quand on révise le bac, on peut aussi, par la même occasion, réviser le test? Oui. Mais c'est pas du tout le même type d'épreuve quand même. Oui, le bac est un test de connaissance. Le TAJ Postbac est un test d'aptitude. En fait, en vous entraînant au TAJ Postbac, vous vous facilitez la vie pour le bac. Puisque comme vous revoyez les fondamentaux, vous êtes plus alerte pour la compréhension de texte, la construction linguistique, plus à l'aise dans le calcul, puisque dans le TAJ Postbac, vous n'avez pas le droit à la calculatrice. Donc la difficulté vient pas des calculs proprement dit, puisque tout le monde connaît plus ou moins ces tables de multiplication, donc les connaître un petit peu plus, ça aide. Donc c'est du calcul faisant appel à des théorèmes simples, Pythagore, Thalès, calcul de proportion, pourcentage. En fait, ce sont les fondamentaux qui sont utiles pour le bac. D'accord. Donc quand on révise test, on révise aussi son bac, quelle que soit la filière. Quelle que soit la filière. Ok, très bien. Et vous avez des préconisations en termes de temps de révision? Est-ce que il vaut mieux passer plusieurs heures d'affilée, plusieurs jours d'affilée, une fois toutes les semaines par exemple? Vaut mieux avoir un entraînement régulier. Plutôt un entraînement régulier, pas de dernière minute, comme beaucoup de candidats font, puisque ça augmente. Mais certains qui sont votre performants en dernière minute, ça dépend des caractères aussi, non? Ça dépend des caractères, ça dépend de la résistance au stress et ça dépend aussi de la maîtrise des fondamentaux des candidats. Si vous avez des lacunes, si vous ne comblez pas ces lacunes, ce sera un petit peu plus difficile, oui. Ok, très bien. Alors on arrive à une demi-heure ensemble, d'oral ensemble avec le test post-bac. On arrive tout de suite à la destination finale. Alors Emmanuel regarde le générique avec beaucoup d'appréhension parce qu'il n'a pas l'habitude d'être de ce côté-là du miroir, évidemment. Donc là, ça va être un peu notre test à nous, c'est le test à trous. Donc vous avez un petit papier à tirer, Oui. une début de phrase avec des points, enfin, en gros une phrase à compléter. Vous connaissez un peu l'exercice. À vous de vous y prêter, à vous de le compléter en direct, la phrase qui va se présenter. Pour me préparer au mieux, je dois penser à... Je dois penser à augmenter mes capacités de concentration. D'accord. Alors comment on fait?
Différentes méthodes, essayer de travailler dans les milieux un peu bruyants, un peu bruyant, ne pas zapper, essayer de ne plus zapper, de rester sur un travail, de persévérer. D'accord, donc ne pas zapper, c'est-à-dire ne pas passer d'un support à un autre. Un autre, vous avez une notification sur votre smartphone, ne pas y succomber, continuez votre travail. Okay. Lorsque vous entraînez chez vous, c'est valable en fait pour tout type de travail. C'est le travail pour le bac aussi, rester concentré pour pouvoir mieux performer. Ok, est-ce que vous avez observé des difficultés de concentration chez certains élèves? C'est pour ça que vous dites ça? Oui, puisque en session, des fois, certaines personnes peuvent se plaindre d'avoir un voisin immédiat ou plus éloigné qui tousse. Ça le dérangeait. Oui, mais en fait, le candidat est là pour performer au mieux. C'est vrai qu'après, à passer au jury, de donner comme excuse, il y avait un peu de soleil, il y avait un candidat qui tousse, ce ne sera pas une excuse pour justifier un manque de performance au test. Okay. Ou à autre chose. Par exemple, on pourrait le dire au bac. Ma table n'était pas droite, donc c'est pour ça que je n'ai pas réussi l'épreuve de philo. Est-ce qu'il faut aussi peut-être s'entraîner à être zen, faire de la méditation, ce genre de choses, de la sophrologie pour les personnes peut-être stressées, des conseils justement pour réussir autrement? En fait, tous les conseils qui vous sont donnés pour le bac, déjà ceux qu'on vous a donnés pour le bac français et ensuite ceux pour l'année du bac, sont valables pour tous les examens. On n'y fait pas assez attention. On balaye vraiment cela de côté. Par exemple, quand vous allez le jour du concours ou le jour du bac pour passer vos épreuves, essayez de repérer les lieux avant, soyez pas stressés par le temps de transport, essayez de trouver un endroit où vous pouvez boire une collation pour vous détendre. Des choses relativement basiques, mais qui sont extrêmement importantes. Avoir un sommeil correct les précédentes nuits de l'examen. Il faut lancer la tisane du testage, je pense. Il faut appliquer des conseils simples qui ne sont pas pris assez au sérieux. Ça peut faire la différence. C'est un test de performance. Si vous arrivez le jour du test complètement épuisé, oui, là, ça sera très très dur. Ok, donc beaucoup de sommeil et beaucoup de concentration, c'est un peu la recette de la réussite et de la performance, selon Emmanuel. Allez-y pour la prochaine question. Est-ce qu'un lycéen en L a moins de chances de réussir? Je suis un peu nul en maths. Alors, déjà, les écoles de commerce cherchent une diversité d'étudiants. Donc, vous avez autant de chances, un lycéen en L a autant de chances d'intégrer une école de commerce qu'un étudiant scientifique ou économique et social. Là, je suis un peu nul en maths. Bon, c'est vrai que c'est assez facile. Surtout pour le test de logique, j'imagine. De calcul. Je suis un peu nul en maths. On peut combler ces lacunes. Révisez vos tables de multiplication. Faites-vous confiance. Augmentez votre confiance en les révisant, en les revoyant. Table de multiplication, diviser des nombres. Il n'y a pas que les multiplications. Le jour du test, il y a effectivement les fractions, les divisions, toutes ces choses. Bien sûr. Mais comme c'est la base, si vous butez sur un multiple de 7, ça va être un petit peu difficile. D'accord. Et les problèmes et tout ça, on n'a pas forcément l'esprit matheux pour résoudre le problème de la baignoire qui fuit. La baignoire qui fuit ou du lancer de dés, c'est de la probabilité simple. C'est du basique. Il faut faire des petits efforts quand même pour réviser cela. C'est quelque chose que vous utilisez au quotidien ou alors vous n'utilisez pas. Vous faites vos soldes, vous achetez un article. Voilà, donc, alors, bon, pour les soldes, ça passe inaperçu. Par contre, vous êtes en réunion de direction avec des commerciaux, des responsables de vente, on vous parle d'une progression de Y%, et que vous êtes obligé de sortir votre smartphone plus ou moins discrètement pour pouvoir faire… C'est un peu la honte. Voilà, alors que vous allez dire que votre concurrent dans tel autre domaine… lui a réussi en donnant comme excuse il est matheux. Non, c'est juste… il n'a pas de fulgurance, il connaît juste un peu ses tables de multiplication. Voilà. Ok, et en termes de chiffres, en termes de proportion de bac qui passent le test, est-ce que vous avez des chiffres à nous donner? Est-ce que c'est plus du coup les ES comme on a… Alors, les écoles de commerce attirent plus de ES, enfin de scientifiques et de bac économiques, sociaux, plus que les littéraires sont moins présents. Mais les littéraires
ont leur carte à jouer lors des oraux pour présenter leur spécificité. Et lors d'autres épreuves, vous avez des épreuves aussi type Oui, expression? bien sûr, le verbal, compréhension, expression. Donc si on se rate complètement dans une partie, on peut se rattraper dans une autre, ça peut se compenser comme ça? On ne compense jamais complètement. Vaut mieux essayer de limiter les dégâts en partie en calcul, par exemple, comme le disait ce lycéen. Ok, allez-y. Les élèves qui font des stages de préparation ont-ils plus de chance? Alors, non pas plus de chance, je n'apprécie pas tellement le terme chance. En fait, c'est souvent une remise à niveau de manipulation des fondamentaux en concentration, lecture, compréhension, calcul, raisonnement. Ok. Des stages de préparation. Vous faites des stages de préparation à proprement parler, c'est-à-dire en conditions vraiment dans les établissements, par exemple? Les établissements organisent des fois des journées des JPO avec des stages de préparation, de présentation qui permet de rassurer les étudiants. Oui, certaines écoles le font. Et notre préparation en ligne permet aussi aux étudiants de se préparer et de se mettre en situation d'examen. Ok, donc ça c'est conseillé par le FNEJ, la FNEJ. Par la FNEJ, comme pour toutes les épreuves, ne venez pas les mains dans les poches à n'importe quel concours ou au bac. Ok, allez-y. Que faut-il prévoir en termes de matériel le jour J? Alors, la calculette? De matériel le jour J, venez avec votre convocation et pièce d'identité. D'accord, donc ça c'est la base. C'est la base pour pouvoir prouver votre identité, justifier votre identité et être accepté en salle d'examen. Ensuite, le matériel vous est fourni. De toute façon, tout est indiqué sur la convocation. La convocation de la FNEJ ou de l'établissement. Donc je disais calculette, mais c'était une blague, hein. On n'a pas le droit à la calculette. Non, on n'a pas le droit à la calculette, pas le droit au correcteur orthographique ou au dictionnaire. D'accord, et on prend des stylos, vous en fournissez, des feuilles? On fournit des stylos, le test est là pour vous servir de support, donc il n'y a pas besoin d'avoir de papier brouillon, vous écrivez directement sur le test. En termes peut-être plus triviaux, le jour J, on a accès au déjeuner si on souhaite passer la journée, on a accès à quelque chose, à une collation, etc. Alors, le TAJ post-bac, c'est vrai qu'on en parle, on a l'impression que c'est quelque chose qui prend toute la journée. Non, c'est un test qui dure 1h20. Donc, ça vous monopolise une bonne demi-journée. Donc, votre collation, ne venez pas le ventre vide, apportez votre collation pour la consommer avant le test. Ça marche. Allez-y. Je sais que vous avez dit qu'il fallait arriver en avance, mais s'il y a des problèmes de transport le jour J, on peut quand même être accepté. C'est un test chronométré, donc si vous arrivez en retard, vous ne serez pas accepté à la session. D'accord. Vous serez obligé de vous représenter à une autre date. D'accord. Et on peut commencer en retard si jamais... Non, on ne peut pas commencer en retard, puisque comme on commence en plus par le verbal, on ne va pas vous donner un score complètement imputé de la partie verbale. Non, tout le monde commence en même temps. Donc les portes sont fermées à l'heure H, et ensuite tout le monde commence. Si des retardataires se présentent, malheureusement, ils ne pourront être acceptés. Par contre, un retard n'est pas sanctionné par une note 0 ou quoi que ce soit. Un retard est un retard, c'est une absence, personne n'est connu, et le candidat peut se représenter à une autre date. D'accord, très bien. Donc il faut prévoir vraiment par rapport au transport d'être très, très, très en avance. Il faut arriver à l'heure, au plus tard à l'heure. Ok. Comme pour tout concours, comme pour toute convocation, comme pour tout rendez-vous. Ok. Bonjour, j'espère que vous allez pouvoir m'aider. Je bloque complètement sur le test de logique, rien ne rentre, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que je peux faire à moins d'un mois de mon passage? Là, j'ai pas assez de détails pour savoir ce qui bloque, donc je peux pas trop... Vous disiez qu'à 3 semaines déjà, c'était un peu juste. À moins d'un mois déjà, est-ce que c'est possible de rattraper la mise? Il faut se documenter. Il faut que la personne se documente, prenne les annales, la préparation en ligne avec les explications afin d'être pris par la main pour résoudre tel et tel type de questions. C'est le raisonnement, la logique. Vous avez différents types de questions, dont du spatial, de la latéralisation, de rotation de figures.
Est-ce qu'on peut se faire aider par des personnes, par exemple, qui ont déjà passé le test? Est-ce que vous pouvez les mettre en contact? On peut se faire aider. Vous pouvez vous faire aider par votre entourage. Prenez déjà tout ce qui est gratuit sur le site du Tage Postbac, montrez-le à votre entourage. Si vous n'y arrivez pas, une personne de votre entourage peut vous montrer. Mais de toute façon, nous avons donc des tests en ligne avec explications pour arriver aux réponses. Et là, ça peut débloquer les personnes. Et si jamais on bloque vraiment, est-ce qu'on peut vous contacter, vous, personnellement, Emmanuel? Alors, vous pouvez contacter la FNEJ, indiquer, mais soyez précis. Envoyez pas un mail, un message de ce type, je bloque complètement, parce que là, on ne peut pas vous aider. Si vous bloquez par exemple sur une question, pourquoi ne pas nous envoyer la question en nous disant « Je ne comprends pas cette question, pouvez-vous me donner des pistes de résolution ?» Dans un premier temps, on vous donnera une piste. D'accord, donc ça c'est possible. Si ça bloque toujours, on vous prendra un peu plus par la main pour vous donner le déroulé. Mais oui, tout à fait, c'est possible. On ne demande que ça, qu'à aider les candidats. Ok, donc la porte est ouverte, le message est passé, allez-y pour la question d'après. Est-ce qu'on peut commencer par la partie sur laquelle on est le plus à l'aise ou faut-il tout faire dans l'ordre? Il faut tout faire dans l'ordre. Le test est chronométré, tout le monde commence par la partie verbale, donc 20 minutes pour les 10 questions de compréhension de texte. Ensuite, le premier sous-test est terminé, tout le monde passe à la section suivante. Il n'est pas possible de revenir à la section suivante, ni d'aller à la section. D'accord, donc si on est très performant sur une partie, on ne peut pas du coup garder cette performance pour la deuxième partie. Voilà, on passe le même temps, tout le monde passe le même temps sur chaque sous-test. Donc inutile de vous dire que vous avez des lacunes dans tel domaine et que vous allez bénéficier de vos performances dans un autre domaine pour pouvoir essayer de combler un peu vos lacunes. Non, ce n'est pas possible. Ok. J'ai peur que le test tombe en même temps que mes épreuves de PS au bac. Je n'ai pas encore cette date. Est-ce qu'on peut modifier le créneau? Alors, parce que pour cette personne qui est un peu anxieuse, donc ne pas s'y prendre au dernier moment, passez le test, pourquoi pas au semestre précédent. Déjà, vous aurez un score. Ensuite, si vous avez peur que ça tombe en même temps qu'une autre date, qu'une autre épreuve, c'est possible. C'est un coup à pas de chance, donc il faut faire un choix. Je suppose que la personne va privilégier son épreuve de PS de squeezer le bac. Ouais. Voilà, bien sûr, ce que je comprends. Mais de toute façon, si le candidat est à plus de 15 jours, en général, vous êtes prévenu au moins 15 jours avant votre épreuve de bac que vous allez avoir cette épreuve à telle date. Donc comme vous serez à plus de 15 jours, vous pouvez transférer votre date de Tage Postbac, votre session, à une autre date. Vous pouvez le faire. Et il y en a tous les combien? Peut-être on peut répéter ça si, Alors, il y a au moins une session Tage Postbac une fois par mois. Donc ça va, on a encore un mois. Et ça arrive qu'il y ait des excuses comme ça au dernier moment, du type, ça peut être le bac, mais ça peut être un événement familial, peut-être. Oui, mais c'est comme un événement dans la vie. À un moment donné, il faut faire. Vous n'avez pas de souplesse par rapport à ça, notamment frais d'inscription qui peuvent être reportés? Si, on a une grande souplesse, du moment qu'on est à plus de 15 jours de session. À moins de 15 jours, le candidat, on ne peut plus le transférer, donc le candidat doit annuler son inscription. Et là, il est vrai, il ne pourra pas être remboursé de ses 45 € de frais de session. Mais il pourra passer le test à une autre date. Ok, très bien. De son choix. Alors, il reste un quart d'heure avant la fin de cette orale spéciale Tage Postbac. On va passer tout de suite à une rubrique que tout le monde aime, s'appelle le « Qui suis-je ». 3 personnalités vont apparaître dans cet écran, donc 3 personnalités que je vais vous dire qui sont ces personnalités. Alors, le suspense ne sera pas longtemps tenu. Donc ces 3 personnalités, parmi ces 3 personnalités, vous allez devoir trouver un lien du coup avec votre test et surtout choisir la personnalité qui pourrait représenter, selon vous, donc de manière très subjective, le test Tage Postbac. Donc la première personnalité, il s'agit de Noël Jammet, donc c'est le gagnant du concours du cri du cochon. On a la Miss France actuelle, donc Vaimalama Chavez, donc, qui a gagné Miss France récemment, et Yann LeCun, prix Nobel d'informatique. Donc c'est un Français qui a gagné le prix Nobel d'informatique cette année, donc fraîchement couronné du prix Nobel. Donc ces 3 personnalités ont un lien avec le test. Est-ce que vous le voyez? C'est un petit test perso là, je vous fais un test de logique. Oui, on peut le faire. Je vois une personnalité en particulier, donc je vais me prononcer sur une personnalité. Alors vous devez en choisir une, expliquez pourquoi vous avez choisi celle-là. De toute façon, là, on ne peut choisir que la personnalité centrale. Ah non, vous pouvez choisir les 2 autres aussi. Oui, je peux choisir, mais bon, c'est la plus flatteuse. Je pense à sa résilience.
au vu de toutes les moqueries qu'elle a subies lorsqu'elle était jeune, vous pourrez vous documenter pour savoir de quelle sorte elles étaient. Elle ne s'est pas découragée, elle s'est prise en main, revoir ce qui n'allait pas pour pouvoir ensuite performer et atteindre sa vitesse de croisière. Donc, comme pour le TAJ post-bac, voir ce qui ne va pas dans la maîtrise des fondamentaux, vous remettre à niveau pour pouvoir performer le jour du test. Et comme vous serez remis à niveau, vous pourrez performer pour d'autres choses dans la vie et dans la continuation de vos études. Donc c'est un concours comme le concours de beauté Miss France. C'est un test qui fait appel à des qualités, un peu comme celle de Miss France a usé. Celui de gauche aussi a des qualités certaines puisqu'il a été élu à sa manière. Il a gagné un concours, le concours du cri du cochon. Oui, alors donc là vous m'entraînez sur une pente afin de trouver cette personne que je connais. Noël Jamais, il s'appelle. Je ne connaissais pas non plus. Pas trop. Oui, donc cette personne a des aptitudes, a des prédispositions pour faire le cri du cochon, un peu comme certaines personnes ont des prédispositions en verbal, en calcul. Donc, faut toujours les entretenir et en profiter pour pouvoir se mettre en avant. Est-ce que dans le test TAJ post-bac, il y a la place un peu à la personnalité des candidats, à l'originalité, ou est-ce que c'est pas du tout le lieu? Personnalité, répétez juste les deux derniers mots, personnalité et… Originalité, parce que c'est l'originalité dont il s'agit là. Non, personnalité, originalité, personnalité, sa confiance, sa performance, oui, sa confiance, mais pas d'originalité, ça réservez-le pour les entretiens, pour les dossiers, les lettres de motivation et autres. D'accord, donc de toute façon, le test TAJ post-bac fait partie d'une épreuve parmi un concours qu'on va passer quand on passe les concours des écoles de commerce. Tout à fait. Donc c'est un tout après. Ok, très bien, merci beaucoup d'avoir joué le jeu du qui suis-je. Allez-y pour la prochaine question. Je vous en prie. Qui transmet les résultats aux écoles? Alors… C'est vous. Ce sont les écoles qui nous réclament les résultats de leurs candidats. Et le candidat, lorsque le candidat s'inscrit au TAJ post-bac par l'intermédiaire du tajpostbac.fr, celui-ci indique pour quelle école il souhaite à quelle école il souhaite présenter le score au TAJ post-bac. Donc ça c'est obligatoire, on est obligé d'indiquer une école ou on peut très bien ne pas le dire, un certain nombre de candidats ne le précisent pas, mais de toute façon, les étudiants indiquent à l'établissement s'ils ont ou pas déjà passé le TAJ post-bac. Et ensuite, l'établissement nous demande le score du candidat pour vérification et pour avoir la liste complète de leurs candidats. Et à eux, aux établissements, d'établir le classement de leurs étudiants. D'accord. Vous disiez qu'on pouvait passer du coup le test 2 fois. Oui. Vous transmettez à ce moment-là quel score? Uniquement le meilleur score. Et que le meilleur score. Et l'établissement ne sait pas que le candidat a passé le test 1, 2 ou 3 fois, par exemple. Et s'il y a un écart de plusieurs mois, vous faites comment? C'est automatique. Un candidat est identifié par un nom, a une identité. Donc le candidat est clairement identifié. Et donc, ce qui ressort sur le profil de candidat, c'est son meilleur score. D'accord. Et qui transmet les résultats au candidat par contre? Qui transmet les résultats au candidat? La FNEJ transmet les candidats aux résultats. Lorsque le candidat se connecte sur son compte, il peut rattacher son score, consulter son score. Allez-y. Quelle est la moyenne des scores? Est-elle bonne ou mauvaise? Alors, le TAJ post-bac est noté sur 200. Alors, quand on pense à un score sur 200 qui varie de 0 à 200, on veut tout de suite transformer la note en une note sur 20 en se disant si je n'ai pas obtenu 10 sur 20, je ne suis pas bon. Non, là, en fait, le candidat est performant par rapport aux autres, par rapport à la population qui dépose un dossier au sein de l'établissement. Je vais caricaturer un peu les choses. Vous pouvez très bien avoir 300 candidats qui déposent un dossier auprès d'un établissement et avoir une moyenne sur 200 qui est une moyenne de 50. Donc si vous êtes au-dessus du seuil d'admissibilité défini par l'établissement qui est de 52, vous êtes bon même si vous pensez être mauvais. Parce que ce qui est important, ce n'est pas la moyenne, c'est la médiane si je ne m'abuse.
c'est votre position par rapport aux autres. Et est-ce que vous avez justement des chiffres? C'est même pas la médiane, parce que la médiane, c'est 50% au-dessus, 50% en dessous des candidats. Là, si l'établissement doit recruter 200 candidats, il prendra les 200 Et ça meilleurs. dépend vraiment de chaque année, ça varie vraiment du tout au tout? Non, pas du tout au tout. Il y a des variations. Il peut y avoir des variations. Vous avez des tendances, vous n'avez pas du tout accès, vous donnez pas du tout accès à des chiffres, à des tendances? Non, on ne donne pas accès à des chiffres parce que c'est toujours, déjà rien que de parler d'une note sur 20 et d'une note sur 200, vous avez tout un tas de fantasmes, entre guillemets, en se disant, si j'ai pas la moyenne, mais la moyenne de quoi, je ne vais pas être bon. Donc non, le candidat passe le test, quel que soit son score, le score est un élément parmi d'autres, le candidat doit déposer son dossier. Et ensuite, c'est l'établissement qui établit son classement et qui prend les Y premiers. D'accord. Est-ce que vous avez au moins un nombre de personnes, de candidats qui passent le test chaque année? Oui, alors nous sommes à 4500 candidats qui passent le TAJ post-bac chaque année pour différents types d'écoles de commerce et concours d'écoles de commerce. Et vous disiez 70% d'entre eux sont acceptés dans une école de commerce. Alors, ça, ce sont les écoles de commerce qui déterminent leur taux d'admissibilité. On ne les connaît pas. C'est une gestion interne aux écoles de commerce. Ok, allez-y. Les épreuves du bac nous préparent-elles au test ? Elles nous préparent au test en étant chronométrées, en sachant gérer son stress et gérer l'avant-épreuve. Oui, les épreuves du bac peuvent vous aider. Et on l'a un peu dit, mais quitte à le répéter, c'est pas plus mal. Certaines épreuves du bac, certaines matières peuvent aussi nous permettre de réviser le test et vice-versa. Oui, certaines matières, tout ce qui est matière verbale ou matière calculatoire vous aide. Donc entraînez-vous, mais le bac est un test, enfin le bac est une épreuve de connaissance et pas un test d'aptitude. Mais dans la maîtrise des fondamentaux, le bac vous aide à vous remettre à niveau. Les résultats sont disponibles après combien de temps? C'est quelque chose qu'on peut mettre sur le CV, comme ça se fait pour les tests de langue. Alors, en général, les scores sont disponibles 10 jours après la session. Donc disponible dans le compte du candidat. Et le score, vous pouvez très bien le valoriser. Vous commencez à faire des CV pour pouvoir postuler à des stages et autres. Oui, mettez... S'il est bon en tout cas. S'il est... Mais la question c'est de savoir qu'est-ce qu'un bon score. Comme c'est sur 200, là, il est vrai que vous allez devoir vous approcher de la pensée populaire. Il faut être au-dessus de la moyenne théorique de la médiane. Donc si vous avez un score supérieur à 100 sur 200, mettez vos... C'est une image, c'est valorisant, mettez-le sur votre CV en même temps que... Certains le font vraiment? Oui, on le font pour le TAJ post-bac et d'autres tests TAJ également. D'accord. Le test TAJ post-bac sert juste à rentrer dans les écoles de commerce. Il ne sert pas après pour d'autres concours, d'autres... Non, sert à rentrer dans les écoles de commerce au niveau bac. Ok. Votre principal conseil pour le jour J? Alors votre conseil perso, on va dire. Une astuce, un petit trick, comme on dit, pour les étudiants que vous donnez. Savoir se concentrer. Le premier, c'est vraiment savoir se concentrer et tout faire pour arriver dans les temps, être le plus serein possible. Donc ça, c'est la base, d'arriver à l'heure. Mais je le rappelle souvent. Très bien. Beaucoup d'étudiants repassent le test. Comment savoir si mon premier résultat sera suffisant? Est-ce que vous disiez que vous ne communiquiez pas, donc les scores, je communique pas. Scores que les écoles attendent, mais est-ce que les écoles peuvent donner un score minimum pour qu'on ait une idée justement, savoir si on doit repasser le test, repayer encore? Peut-être que les étudiants, les établissements communiquent un score minimum, mais quid de l'année où beaucoup de candidats, une certaine population est attirée par une formation d'école de commerce et cette population performe beaucoup et vous êtes resté sur votre résultat de l'année précédente que vous trouviez correct mais vous n'aviez pas envie de le repasser. Le test coûte
que 45 € TTC. Si vous avez l'ANIAC, en général, quand vous voulez faire une école de commerce, vous avez l'ANIAC, vous avez envie, donc repassez-le. Si on n'est pas satisfait de son score. Si vous n'êtes pas satisfait, ou même si vous êtes satisfait, pour vous avoir l'ANIAC, aller au-delà, surperformer. Donc vous, ça peut être un conseil aussi, c'est de le passer 2 fois coûte que coûte en fait. Oui. Pourquoi vous voulez, votre but, l'objectif du lycéen en question, c'est d'intégrer une école de commerce. Donc autant mettre tout ce qu'il faut de côté pour pouvoir intégrer cette école de commerce. Donc si vous obtenez un score au TAJ post-bac, pourquoi ne pas repasser le TAJ post-bac pour obtenir un meilleur score? Et vous conseillez, vous, de le passer à combien de temps d'intervalle? Est-ce que c'est pertinent de le passer tout de suite 1 mois après ou d'attendre un petit peu? Comme vous pouvez le passer par exemple en décembre et ensuite le repasser presque immédiatement en janvier, puisqu'on est sur la période de 6 mois, essayez de faire le point sur quoi vous avez pêché en décembre, et entraînez-vous et repassez le plus tôt en février, mars quand même. Essayez d'avoir une latence de 2 mois, histoire de vous Donc 2 remettre mois, en jambes. c'est l'idéal, ok. Oui. Et les épreuves vous restent les mêmes, quoi qu'il arrive, c'est le même type d'épreuve? Les mêmes concepts, tout à fait. Pas de piège? Pas de piège. Non, on n'est pas là pour piéger les candidats, on est là pour les classer. Donc pas de question piège. Très bien, merci beaucoup. On va passer à la dernière séquence de cet oral sur le TAJ post-bac, ça s'appelle la chouchoute. Alors, quelle est la question que vous avez préférée, Emmanuel? Donc, on a eu pas mal de questions de lycéens, d'étudiants inquiets pour la plupart de savoir à quelle sauce ils vont être mangés pour ce test. Quel est votre préféré? Pourquoi surtout? Ma préférée, je pense qu'il faudrait que c'est un test de mémoire, là. C'est un test de mémoire. Alors, c'est celle où le candidat nous faisait une faute de français en nous indiquant que c'était l'épreuve de compréhension et de construction linguistique n'était pas forcément aisée pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais plus tout à fait en quels termes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux performer à cette épreuve? Donc, c'était ma question préférée. Car la formulation était un petit peu maladroite et on voyait que c'était un candidat qui doit faire des efforts au niveau verbal. D'accord. Donc pourquoi c'est votre question préférée? Parce que pour vous, c'est l'épreuve qu'il faut s'entraîner en particulier? Non, parce qu'il montrait déjà qu'il avait des lacunes dans la formulation de la question, qu'il avait des lacunes à cette question. L'œil implacable du responsable des épreuves? Implacable, non. Constatation, oui. Ok, très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, les internautes, les lycéens, les étudiants, les parents qui nous regardaient. J'espère que cette heure passée ensemble vous a été utile, vous permettra d'optimiser vos révisions et surtout le maître mot ici, on a bien compris, c'est concentration. C'est ce que j'ai retenu de cette heure passée ensemble. Merci beaucoup et à très vite sur Campus Chanel.